devait être une consécration. Le triomphe du premier État du monde arabe à accueillir la Coupe du Monde. Des stades de luxe construits au milieu du désert. Un État grand comme l'Île-de-France, capable d'organiser avec magnificence l'épreuve reine du football. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Les appels au boycott s'accumulent. De lourdes accusations se multiplient. Exploitation de centaines de milliers de travailleurs immigrés dans des conditions déplorables. On est 40 à l'utiliser. Quand il fait très chaud, la nourriture se dégrade. On ne peut plus la cuisiner ni la manger. Allez rencontrer les gens, parler avec eux. Ils sont heureux de vivre ici. Personne ne les force à venir. C'est un bon endroit pour gagner de l'argent. L'outrance écologique de stades climatisés dans un pays désertique. Nous rafraîchissons les spectateurs, les joueurs et même la pelouse. Une compétition qui aurait été achetée à coups de millions d'euros par la corruption. Platini avait dit qu'en fait, il voulait voter pour les États-Unis. J'ai cru comprendre que la France serait contente si je votais pour le Qatar. J'ai cru comprendre. Mais personne ne m'a jamais rien demandé. Les voici scrutés, analysés, critiqués. Quel est ce pays passé en une génération de la plus grande pauvreté à une richesse illimitée et ostentatoire? Pourquoi les pays occidentaux ne peuvent-ils pas se passer du Qatar? Pour résoudre un conflit dans la région, faites appel à nous, on vous aidera. Le Qatar est désormais l'État le plus courtisé au monde. C'est l'histoire d'un micro-État qui a réussi en 30 ans à se rendre indispensable en utilisant toutes les armes que sa fortune sans limite met à sa disposition. Doha est la capitale de l'extrême et de l'abondance. Un labyrinthe de tours entremêlés de parkings et de centres commerciaux démesurés à la modernité tapageuse. Même le souk a été intégralement relooké pour la Coupe du Monde. Propreté impeccable et caméras de vidéosurveillance. Les citoyens qataris sont les plus riches habitants de la planète. Le salaire moyen dépasse 5 000 € mensuels. Ali a 61 ans. Il est né au Qatar et a travaillé en France pendant 25 ans. Quand j'étais petit, mon père m'emmenait ici avec mon frère pour acheter les vêtements pour les fêtes, pour l'Aïd. Quand je me promène ici, c'est un peu, je retrouve mon enfance en fait. Mais ça a beaucoup changé ou c'est toujours pareil? C'est moderne, c'est climatisé, mais avec cet aspect ancien. Parce que les gens viennent... C'est partout, mais China maintenant. Ali était ambassadeur du Qatar pour l'UNESCO à Paris. Mais ici, il n'est pas un privilégié. Son train de vie est totalement représentatif des habitants du pays. La famille possède 8 voitures, depuis 104 4x, une Bentley, une Rolls-Royce. Il y a 1 milliard de voitures. Vous avez beaucoup de voitures. Ça veut dire que les garçons conduisent, la fille conduit, la maman conduit. Pour faire les courses, pour aller au travail, il faut la voiture, jusqu'à maintenant. Comme tous les Qataris, toute sa vie quotidienne est en quelque sorte sponsorisée par l'État. Pour commencer, une fois les études terminées, l'État vous offre un terrain pour faire construire votre maison. Alors c'est l'entrée agencée par Amina. Je l'appelle le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Extérieur. Ou des Affaires étrangères. Ici, c'est le salon familial. Ensuite, pour financer les travaux, les Qataris ont droit à des prêts à taux zéro sur 20 ans et sans condition de revenu. C'est la piscine vide pour l'instant parce qu'il y a une fuite. On est en train de réparer. Encore plus inimaginable, les Qataris ne payent ni l'électricité ni l'eau. L'État prend tout en charge et donne à chaque famille, tous les ans, son stock gratuit d'aliments. Une carte familiale, moi et Ali, et même mon enfant qui est bien marié, d'avoir 100 kilos de riz, 100 kilos de farine, un carton d'huile,
un carton de lait, 100 kilos de sucre pour chaque famille. C'est des aliments qui sont supportés par l'État, les aliments de base. Et quand il s'agit d'éducation, l'accès aux écoles internationales les plus prestigieuses et onéreuses est totalement gratuit. L'État a créé un gigantesque campus appelé Education City et fait venir des universités américaines et anglaises renommées, ou encore HEC Paris. La précarité étudiante n'existe pas. En plus de leurs études payées, les étudiants qataris reçoivent chaque mois entre 600 et 1500 € pour leurs loisirs. Les professeurs aussi sont choyés. C'est ma maison là-bas. Un prof, ça démarre entre 5 et 8 000 € comme salaire avec l'ancienneté. Qatar maintenant c'est le 3e pays mondial de l'éducation, le premier pays. L'éducation c'est tout gratuit. Tous les jeunes diplômés trouvent un travail. Il y a 0,1% de chômage. À l'origine de cette extraordinaire générosité de l'État, il y a la découverte d'un vaste gisement de gaz naturel. Une richesse qui a transfiguré ce qui n'a longtemps été qu'un bout de désert peu développé. Au départ, le Qatar était franchement l'un des pays les plus pauvres de la région et même du monde. C'était un endroit abandonné. Doha était un petit village qui vivait du commerce de la perle. Mais quand les perles artificielles venues d'Asie du Sud-Est sont arrivées sur le marché, ça a créé une énorme crise financière à Doha et même une famine. Le Qatar, dans les années 70, la plupart des bâtiments ne dépassent pas 3-4 étages. Il y a encore beaucoup de maisons en terre crue, en poutres de bois. Donc voilà, c'est une ville très assouplie, en retrait de la modernité, en retrait de la technologie occidentale. Et puis évidemment, tout va changer au début des années 90 avec la découverte du fameux gaz et le début de l'exploitation, de l'exportation de gaz liquéfié. Ils sont passés d'une génération, du chameau, à la Cadillac. Du fait de naître dans une tente, naître ensuite la génération d'après dans des cliniques ou des hôpitaux hyper climatisés, flambant neufs, dignes des standards occidentaux. Un développement express, foudroyant, emmené par une famille, les Al Thani. La tribu est dominante depuis des décennies. En 1995, un homme rêve de faire du Qatar une superpuissance, l'émir Ahmad Al Thani. Il voulait absolument que le Qatar se distingue des autres pays. Il était persuadé que le Qatar avait un rôle à jouer. Et je pense qu'aussi qu'il a été, lors de ce voyage, c'est lui-même qui la raconte d'ailleurs, à la douane, on demande à Cheikh Hamad Ben Khalifa où se trouve le Qatar, et il a été vexé. Comment ça se fait qu'on ne connaît pas son pays? Pour assouvir ses rêves de grandeur, contrairement à ses voisins qui exploitent jusqu'à plus soif le pétrole, le cheikh fait un pari, le gaz naturel, liquéfié. Mais il faut un emprunt démesuré pour développer l'extraction du gaz. On est en 1990, il peine à trouver des financements. Personne à l'époque ne l'avait pris au sérieux. Quand il a voulu vraiment investir dans le GNL, le Qatar avait besoin d'argent et il a contacté plusieurs compagnies, plusieurs banques. ExxonMobil et Total ont suivi. L'émir du Qatar a investi des milliards, contrairement à l'avis même de certains économistes et certains scientifiques. Le Qatar dispose de 13 à 14% des réserves mondiales de gaz. Il est assis sur le plus grand champ de gaz avec l'Iran. Donc c'est un immense champ qui court sur le Golfe. Et donc évidemment, c'est du offshore. Donc ça coûte cher à extraire, mais en même temps ça rapporte beaucoup, bien sûr. Ces infrastructures et ces investissements vont arriver à maturité au milieu des années 90. Et à un moment donné, vers la fin des années 2000, le Qatar va avoir des retombées financières absolument considérables, jusqu'à en faire en 2011 le pays le plus riche par habitant. La manne des hydrocarbures ne suffit pas à expliquer l'extraordinaire transformation du petit émirat. Rien n'aurait été possible sans une autre ressource illimitée,
Une main-d'œuvre immigrée, sous-payée et surexploitée. C'est la face cachée du miracle qatari. Les images ont fait le tour du monde. Des centaines de Népalais, Indiens, Africains, travaillant sous des températures de 45 degrés pour construire de gigantesques stades en un temps record. Selon l'Organisation internationale du travail, il y a eu, rien qu'en 2020, 50 morts et plus de 500 blessés graves. Sharon Burrow dirige une ONG qui défend les droits des travailleurs. Avec elle, nous avons pu visiter un camp d'ouvriers lors des premiers chantiers de la Coupe du Monde, en 2014. C'est une visite clandestine, sans autorisation de l'entreprise qui gère ces installations. Bonjour. On vient juste voir quelques amis, ok? Il faut faire vite. L'agent de sécurité est déjà en train d'appeler quelqu'un. On va faire ce qu'on peut et après on va devoir partir. Si la police arrive, elle peut nous arrêter et nous expulser du pays. Les médias, comme les ONG, ne sont pas les bienvenus dans certains camps. Nous comprenons vite pourquoi. 10 hommes, des adultes vivent dans cet espace. Vous vous rendez compte? Ces gens viennent ici pour travailler, pour aider le Qatar à construire ces villes magnifiques, et voilà où ils se retrouvent. C'est aussi illégal. La loi au Qatar autorise au maximum 4 travailleurs par chambre et pas de lits superposés. La suite de la visite confirme les conditions difficiles dans le camp. C'est les toilettes et il y a l'eau pour se laver. Au même endroit? Oui, au même endroit. Ça vous va? Non, ça ne va pas. Les conditions de vie sont misérables. Un frigo et une cuisine sordide pour des dizaines de travailleurs. On est 40 à l'utiliser. On met tous notre nourriture ici. L'entreprise n'en achète qu'une fois par semaine, le vendredi. Quand il fait très chaud, la nourriture se dégrade. On ne peut plus la cuisiner ni la manger. Et au milieu de l'été, avec un seul frigo de cette taille, ce n'est pas possible. Pour cuisiner, les ouvriers ont une gazinière. Mais l'installation est cassée et dangereuse. Et il n'y a qu'un point d'eau pour 130 personnes. Le filtre n'est changé qu'une fois tous les 6 mois? L'eau qu'ils boivent n'est pas saine. Certains ouvriers sont là depuis 4 ans. Quand ils ne travaillent pas, ils passent presque tout leur temps ici, coincés dans ces logements délabrés. À l'époque, les passeports des travailleurs étrangers sont confisqués par leurs employeurs, qui peuvent à tout moment les faire expulser. Impossible pour eux de se plaindre de leurs conditions de travail. Cela s'appelle la kafala. Je ne sais pas pourquoi ils gardent notre passeport. Je ne connais pas la loi. Je me disais que c'était pour des démarches administratives, faire des papiers, et qui nous le rendraient après. Des reportages choquent, mais le Qatar n'aime pas la mauvaise presse. Sous la pression internationale, pour polir son image, il va changer ses lois. À partir de 2016, le pays renforce les droits des travailleurs immigrés. La kafala qui cadenassait un petit peu les ouvriers, beaucoup même, les ouvriers dans une situation de suggestion, encore une fois, de domination. C'était quasiment, pour reprendre l'expression, de l'esclavage moderne ces dernières années au Qatar. Et tout ça, c'est fini. La kafala a été abolie. Donc lorsque les ouvriers arrivent, leurs passeports ne sont plus confisqués, ils peuvent changer d'emploi. Un salaire minimum a également été instauré. Il s'élève depuis mars 2021 à 275 € par mois, auxquels s'ajoutent 190 € de frais de logement et de nourriture quand ils ne sont pas assurés par l'employeur. Sharon Burrow, la syndicaliste que nous avions accompagnée dans les camps, parle de progrès considérables, mais encore insuffisants. Il y a eu des progrès incroyables, des lois existent, mais leur application reste encore un défi pour le gouvernement. Il devra annoncer des sanctions plus lourdes contre les entreprises qui ne les respectent pas. Le Qatar s'adapte sous la pression.
avec parfois un pragmatisme déroutant. Il est 5 heures du matin dans le désert, à 1 heure de Doha, la capitale. Il fait déjà 35 degrés. Les courses de chameaux sont une passion locale, le plus vieux sport pratiqué au Qatar. Regardez leurs yeux, ils sont beaux, ils ont l'air si gentils. Une fois que vous avez vu un chameau, vous pouvez que l'aimer. Moi j'ai plus de 100 chameaux, dont 30 que j'élève pour la course. Combien? Ça vaut 300 000 € le chameau. Jusqu'à encore très récemment, les chameaux étaient montés par des enfants esclaves, venus du continent indien. Les accidents mortels étaient fréquents. Dans les années 2000, des ONG vont se mobiliser contre cette tradition. Le Qatar remplace alors les enfants par ses robots. Un bras articulé tient lieu de cravache. Les propriétaires les commandent depuis leur 4x4. À la Qatari, un scandale, une solution. Il y a eu plein d'étapes avant qu'on en arrive là. Mais vous voyez l'évolution, les progrès entre le pays archaïque et maintenant. Ça vous donne une idée de la force de notre pays. Il y a une direction, une stratégie. C'était difficile d'arriver jusque-là, mais maintenant, on a les standards internationaux. Et tout le monde connaît le Qatar. Malgré les progrès, le pays reste fondamentalement inégalitaire. Au-delà des ouvriers du bâtiment, il y a quelques 3 millions de travailleurs étrangers au Qatar. Ils font tourner toute l'économie du pays. Les vendeuses dans les supermarchés, les agents de sécurité, les serveurs, aucun Qatari n'occupe ce type de poste. Les étrangers représentent 85% de la population du Qatar. Ils sont une sous-caste et sont exclus des largesses dont profitent les 300 000 citoyens qataris. Pour vous donner une idée de cette ségrégation qui existe dans le pays, le vendredi, qui est le jour de congé au Qatar, pendant longtemps, les petites mains, les ouvriers, les travailleurs étrangers n'avaient pas le droit d'aller dans les malls de Doha. Il ne fallait pas que les familles qataries, avec madame, avec les enfants, etc., puissent se retrouver en proximité immédiate avec le prolétariat du Qatar. Très loin de l'exubérante modernité de ses gratte-ciel, le Qatar reste une des sociétés les plus conservatrices au monde, dont les lois sont basées sur la charia, la loi islamique. Entre modernité et tradition, le Qatar revendique une double identité, à l'image de l'émir, à la tête de l'État. Tamim Al-Thani jongle entre les coutumes de son pays et les codes occidentaux. Comme l'autorise la loi, il est polygame. Il a 3 épouses. 2 ne se montrent jamais. La première l'accompagne parfois, comme ici, aux obsèques de la reine Elisabeth II. Il maîtrise parfaitement le mode de vie européen. L'émir a étudié à l'université militaire de Sandhurst en Grande-Bretagne. Merci beaucoup. Merci. Il parle 5 langues. Il y a beaucoup de choses qui circulent ici, en France, contre le Qatar. Mais tout le monde sait que beaucoup de choses que dit contre le Qatar, que c'est pas vrai. Au Qatar, il n'y a par exemple pas de police des mœurs comme en Iran ou en Afghanistan. Le voile n'est pas obligatoire. Certaines universités peuvent être mixtes. Mais les femmes restent soumises à un système de tutelle masculine. Une tradition très ancrée dans le pays, qui semble parfaitement naturelle à Amina, la femme d'Ali. Nous, les filles, la plupart sont bien éduquées. On est plus riches que les garçons parce qu'on reste chez le papa et la maman jusqu'au mariage. On est très libre, merci Dieu, avec la confiance d'un papa ou d'un mari ou d'un frère. Les lois du Qatar exigent que les femmes obtiennent l'autorisation d'un tuteur dans certains cas. Les
femmes sont des citoyennes de seconde zone, si on peut dire. C'est-à-dire que pour tous les événements importants de leur vie, aller à l'étranger, étudier à l'étranger, se marier, occuper certains emplois de la fonction publique ou avoir accès à la santé pour des soins reproductifs, elles doivent avoir l'autorisation de leur tuteur. Donc si la femme est célibataire, le tuteur, c'est le père, c'est le frère, le grand-père ou l'oncle. Et si la femme est mariée, c'est son mari. Donc la femme doit avoir l'autorisation d'un homme, de la famille, pour prendre les décisions importantes de sa vie. Autre législation dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme, celle qui interdit les relations entre adultes du même sexe. Elles sont proscrites par le code pénal, comme dans de nombreux pays du monde arabe. Au Qatar, les peines de prison peuvent aller jusqu'à 7 ans. Des lois dénoncées par de nombreux supporters à l'occasion de la Coupe du Monde. C'est très important qu'à l'occasion de la Coupe du Monde, les abus du Qatar sur les droits humains soient mis en lumière dans le monde entier. Le Qatar est un abuseur en série pour les droits de l'homme. Le Qatar dément toute atteinte aux droits de l'homme et assure que les supporters homosexuels seront les bienvenus, même s'ils sont appelés à se montrer discrets. We will not stop anybody from coming, visiting and enjoying the football. But I want also everybody to come and understand and enjoy also the culture, to see different cultures as well. We welcome everybody, but also we expect and we want people to respect our culture. L'émir Tamim Al Thani est le monarque absolu d'un pays qu'il dirige d'une main de fer, depuis le palais du Diwan. Il existe bien depuis peu une assemblée élue, mais au pouvoir purement consultatif. Il n'y a ni parti politique, ni opposition. La chaîne Al Jazeera, connue pour sa libre parole dans le monde arabe, est d'abord ici une chaîne d'État. Vous avez des intellectuels, vous avez des universitaires, vous avez des journaux qui écrivent et parfois ils critiquent par exemple le fonctionnement d'un tel ministère, le fonctionnement d'un tel service. Mais il y a des lignes rouges, il y a énormément de lignes rouges, il y a plus de lignes rouges que de lignes vertes. Il ne faudra pas commencer à s'attaquer évidemment à la personne de l'émir. Il ne faudra pas évidemment avoir des discours qui contreviennent aux intérêts diplomatiques du Qatar de manière trop flagrante, mais sur des problématiques un peu sociales, sur des problématiques intérieures, l'éducation par exemple, la politique sociale, on peut comme ça essayer de faire un peu bouger les lignes au sein du Qatar. Donc voilà, c'est un pays despotique. C'est un pays où la population est surveillée, c'est un pays où les services de sécurité ont une très grande importance, mais en même temps, c'est pas l'autocratie intégrale, je dirais, c'est pas la Syrie de Bachar el-Assad, voilà. Un régime jamais critiqué. Les Qataris se sentent-ils muselés? Nous avons posé la question à Amina et Ali. Est-ce qu'il y a une opposition politique? Mais pourquoi faire? On voit la richesse de ce pays dans les rues, dans nos maisons. La maison que j'ai, c'est la même maison à peu près, de surface de le frère de Ali, de mes sœurs, de toute la famille de la quartier. Alors, il n'y a pas de pauvres au Qatar. Non, il n'y a pas de raison de se révolter, c'est ça ce que vous voulez dire? Bien sûr. On ne paye rien pour la vie, là. On achète des marques, la voiture, ou on fait des investissements. Les citoyens sont devenus des actionnaires. Et pas vraiment des citoyens qui réclament plus de droits. Ils sont actionnaires dans un pays. Le pays, c'est comme une société. Ils ont des dividendes. Ils sont gagnants finalement. Ils ont tous les avantages. Mais attention, il y a une sorte de contrat social. Vous savez, quand il n'y a pas de partage de pouvoir, il y a un partage de gâteau. Le gâteau, il est tellement immense au Qatar, puisque le Qatar a le salaire le plus élevé au monde. Et donc finalement, pourquoi s'opposer? Grâce à cet incroyable magot, la famille régnante achète la paix à l'intérieur du pays. Ses ressources illimitées lui permettent aussi de s'offrir le soutien indéfectible des grandes puissances occidentales. C'est un cadeau à 8 milliards de dollars. Le Qatar a offert aux États-Unis, au début des années 2000, une base militaire à moins de 10 km de Doha. Elle accueille le commandement des forces américaines pour tout le Moyen-Orient. En contrepartie, le Qatar compte sur la protection américaine, sa bienveillance et un accès facilité aux présidents américains.
The base is incredible. It's what they've done there is absolutely, and a great place to have it, right in the middle of the Middle East. And so obviously it's a very important location. Mais plusieurs obligés valent mieux qu'un. Dans sa diplomatie du carnet de chèques, l'émirat multiplie les achats d'armes auprès des puissances occidentales. François Hollande fait personnellement le déplacement à Doha en 2015 pour signer la vente historique de 24 avions Rafale. Grâce à son fonds souverain de 460 milliards de dollars, le Qatar s'implante partout et prend des parts dans les plus grandes sociétés mondiales. Au moment où le Qatar devient incontournable sur la scène internationale, c'est la fin des années 2000, c'est l'époque de la crise financière, et c'est l'époque où et les États occidentaux et les grands groupes, les multinationales occidentales, sont à court de cash. Et c'est à ce moment-là que le Qatar va arriver avec son carnet de chèques et va prendre 2% du capital de telle boîte, 5% du capital de telle autre boîte. Mais le richissime petit émirat est conscient qu'il a des problèmes d'image. L'argent décomplexé, le conservatisme religieux passe mal auprès des Occidentaux. Il veut s'acheter une respectabilité, être aimé, compter parmi les grandes nations. C'est la politique du soft power. Là, tout d'un coup, ils se disent, ça suffit pas. Il va falloir développer des relations, coopter, on va dire, clientéliser en partie des élites culturelles, des élites sportives, des élites occidentales qui sont beaucoup plus prescriptrices, qui sont beaucoup plus des leaders d'opinion que les vendeurs que les fabricants d'armes et les majors pétrolières. On va doubler ce rideau défensif par une forme de carapace marketing destinée à faire du Qatar the place to be. Le Qatar va recruter les plus grandes stars de la culture. Il investit 434 millions de dollars pour s'offrir le talent et la renommée du français Jean Nouvel. L'architecte est chargé de construire le plus spectaculaire des musées. Le bâtiment est en béton fibré. Il s'inspire du désert sur une superficie de 140 000 mètres carrés. Il s'inspire des roses des sables, ces roches en forme de cristaux que l'on trouve dans le désert. Les gens voyagent dans le monde entier pour voir les créations des grands architectes. Personnellement, je serais prête à partir très loin pour voir un bâtiment aussi exceptionnel conçu par un génie. Le musée est inauguré en mars 2019, en présence de nombreuses vedettes. Victoria Beckham, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Ou encore Jack Lang. Il y a beaucoup d'avantages à investir dans la culture. La culture, c'est la visibilité. Quand vous rayonnez bien au-delà de vos frontières, quand vous devenez une source d'inspiration, une source de connaissances, les gens s'intéressent à vous. Pour promouvoir sa modernité et incarner la culture, le Qatar choisit une femme, la petite sœur de l'émir, la Sheikha Al Mayassa. Elle a fait ses études à Paris, à Sciences Po et aux États-Unis. Ce qui est intéressant avec la Sheikha Al Mayassa, c'est qu'elle a une vision. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle veut quoi? Elle veut faire du Qatar un carrefour culturel mondial. Mayassa, c'est le bras armé du Qatar dans les salles de vente, les drouots, les Sotheby's, etc., dans les salles de vente d'objets d'art des capitales occidentales. Elle a un goût assez sûr et elle a un flair et, comment dire, évidemment, un carnet de chèques illimité qui lui a permis de doter le Qatar de collections d'une importance très, très, très grande. Elle achète, au nom du Qatar, pour 250 millions de dollars, les joueurs de cartes de Paul Cézanne. C'est à l'époque le tableau le plus cher de l'histoire. La princesse prend la pose avec les grands noms d'Hollywood, comme Robert De Niro, ou des célébrités, comme le roi Charles. Mais quand l'affichage auprès des plus grandes stars ne suffit pas, le Qatar passe directement à la publicité et s'offre David Beckham. It's another
beautiful day here in Qatar. Welcome to Doha, David. Beautiful. This will go down as one of my favorite mornings. Selon la presse britannique, le footballeur anglais David Beckham aurait touché 11,5 millions d'euros pour ce spot. People in Qatar are very proud of their culture. This is perfection for me. Acheter le monde, se rendre indispensable, le Qatar veut devenir le maître du jeu. Kaboul, c'est le chaos dans les rues de la ville. La panique s'empare des habitants terrorisés. 100 000 personnes vont être évacuées. Les Américains sont alors obligés de faire appel au Qatar, l'un des seuls pays au monde à parler régulièrement avec les talibans. Le plus grand pont aérien depuis la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas pu être organisé sans le petit émirat. C'est Qatar Airways qui va s'arrêter sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul et qui va organiser le rapatriement de milliers, de dizaines de milliers et de réfugiés et de ressortissants parce que précisément le Qatar a établi une relation de confiance avec l'ensemble des belligérants. Depuis 2001, le Qatar accueille des talibans sur son sol. On voit ici l'émir Tamim Al-Thani, qui reçoit le fils aîné du Mollah Omar, le fondateur du mouvement. Comme avec les frères musulmans, le pays entretient des liens privilégiés avec les islamistes les plus radicaux pour être un médiateur de premier plan. Le Qatar, ce qu'il fait, c'est qu'il développe des relations avec tout le monde. Il parle en fait à tous les acteurs, en disant qu'il ne dialogue pas seulement avec ses amis, mais avec tout le monde. Et de ce fait, il abrite sur son sol plusieurs opposants. Vous savez, plusieurs puissances étrangères ont besoin de certains États pour faire le travail que les Américains ou que les démocraties occidentales ne veulent pas le faire. Et donc, si on a un État qui est disponible et qui se rend disponible pour faire la médiation ou pour faire aussi certaines négociations, qu'on ne peut pas le faire publiquement, eh bien c'est le Qatar. Le Qatar est aujourd'hui un interlocuteur indispensable sur la scène diplomatique mondiale. Depuis la guerre en Ukraine et la crise du gaz, les Occidentaux se battent pour obtenir ses faveurs. Le Qatar est désormais l'État le plus courtisé au monde. La crise en Ukraine a propulsé ce pays-là pour devenir finalement la destination préférée de plusieurs chefs d'État, de plusieurs compagnies pétrolières et gazières. Le Qatar n'a jamais été aussi puissant sur le marché du gaz liquéfié. La crise de l'énergie ne va pas se résoudre en un an, ça va durer. L'insécurité énergétique de l'Europe ne va faire que s'accroître. Les Européens doivent se sevrer du gaz russe. Ça veut dire qu'il faut qu'il vienne de quelque part. Si vous regardez l'Allemagne, l'Italie et potentiellement la France, ils vont être obligés d'acheter du gaz qatari. C'est déjà le cas des Britanniques. Donc le Qatar est un pays avec lequel vous devez faire des affaires. Dépenses illimitées, lobbying, diplomatie audacieuse et décomplexée. Pour exister, le Qatar a cherché aussi à obtenir le Graal, l'organisation de la Coupe du monde de football. Il a utilisé toutes les armes à sa disposition pour la conquérir, contre tous les pronostics. Le Qatar part de rien. En 2010, il n'existe qu'un stade. Il n'y a pas de métro, de rares clubs de football. Les Qataris vont alors se fabriquer une culture sportive à vitesse accélérée. C'est l'émir en personne qui monte au front, avec d'abord le rachat du club Paris Saint-Germain en 2011 pour 70 millions d'euros. Ou encore ce transfert, le plus important de l'histoire du football, avec la star brésilienne Neymar, qui rejoint en 2017 le PSG pour 220 millions d'euros. Tamim aime le sport.
Il a toujours adoré le sport, c'est un joueur de tennis confirmé dans son pays. Il a toujours aimé le football et il a vraiment développé ce soft power en disant que le Qatar peut devenir aussi une plateforme du sport mondial. C'est lui qui a toujours voulu aussi avoir en tout cas la position de PSG et maintenant c'est l'homme qui va organiser la Coupe du Monde. Tamim Al-Thani, c'est vraiment le grand Manitou de la politique sportive du Qatar à l'époque. C'est l'homme qui décide de tout, qui supervise toutes les candidatures justement du Qatar, dont évidemment la Coupe du Monde de foot. 12 ans après, ils exhibent 8 nouveaux stades, prêts à accueillir les meilleurs joueurs du monde. La Coupe du Monde, c'est évidemment le couronnement. C'est le couronnement de 30 années de développement à toute allure, au forceps du Qatar. C'est le moment de convergence de toutes ces politiques de soft power, de clientélisation des élites occidentales. Tout doit aller vers ce climax qui va être le mois de la Coupe du Monde. Mais pour cette Coupe du Monde, les Qataris ne veulent pas se contenter de faire de la figuration. Pour aller le plus loin possible dans la compétition, ils ont créé l'Académie Aspire. Un complexe ultra-luxe de 250 hectares, avec le stade Khalifa, 40 000 places, où s'entraîne l'équipe nationale de football. Ainsi que le Dôme Aspire, le plus grand stade couvert au monde, dessiné par un architecte français et qui comprend 13 terrains. Des entraîneurs étrangers viennent travailler ici, comme l'Espagnol Edorta, directeur technique de l'Académie. Il est très discret quand on l'interroge sur son salaire, mais devient dithyrambique dès lors qu'il s'agit de vanter l'Académie. Ici, je pense qu'on est supérieur à tout ce qui peut se faire ailleurs dans le monde du point de vue des équipements. Il n'y a pas d'équivalent à Aspire. Il y a des endroits de grande qualité, j'en connais beaucoup, mais ici, c'est unique. Mais malgré les millions qu'ils dépensent, le développement à toute vitesse, l'image du Qatar se dégrade à mesure que la compétition approche. Les critiques s'accumulent. Au sort des ouvriers s'ajoute l'aberration écologique des stades climatisés dans le pays qui émet le plus de CO2 par habitant. Pour se défendre, ils jouent la transparence et communiquent à tout va. Les journalistes sont invités à visiter leur stade et à tester la clim en conditions réelles. Nous ne faisons pas que refroidir l'air, nous le nettoyons. L'air s'échappe doucement sous les spectateurs, puis il est récupéré et recyclé à nouveau. Nous produisons un microclimat grâce à l'air conditionné, une vraie bulle climatique. Nous rafraîchissons les spectateurs, les joueurs et même la pelouse. Le Qatar mobilise aussi ses sportifs pour défendre la cause. Dans ce stade flambant neuf et climatisé de la banlieue de Doha, l'équipe nationale de football féminine s'entraîne tous les soirs. Leur capitaine, Souad, ne croit pas une seule seconde que les ouvriers des chantiers soient maltraités. Allez rencontrer les gens, parlez avec eux. Ils sont heureux de vivre ici, personne ne les force à venir. C'est un bon endroit pour gagner de l'argent. Le Qatar est riche, donc les gens viennent ici librement. Et la question de l'écologie. Pour la Coupe du Monde, ces gros stades avec de la climatisation partout, qu'est-ce que vous pouvez en dire? La clim, c'est une innovation, une idée géniale. Moi, en tant que joueuse de football, je pense que c'est formidable. Je peux jouer n'importe quand, le matin, l'après-midi, la nuit, sans me soucier des conditions météo. Pour moi, c'est formidable. Les gens ne doivent pas nous critiquer. Ils n'ont qu'à climatiser leur stade. S'ils le font, ils verront que c'est génial. Je ne comprends pas cette polémique. Là, on est dans le revers de la médaille. Le Qatar, finalement, est en train de payer les conséquences fâcheuses, inattendues de son point de vue, d'un investissement trop rapide et trop visible. Mais une autre accusation ronge l'image du Qatar, la corruption. Le pays a-t-il acheté les votes du comité de la FIFA, chargé de désigner l'organisateur de la Coupe du Monde 2022 ? On a toujours eu, historiquement, dans l'attribution des Coupes du Monde, un certain nombre de zones grises où la FIFA n'a pas aidé en matière de transparence et de respectabilité. La justice est saisie depuis 7 ans.
Aux États-Unis, dans un acte d'accusation, le procureur fédéral de Brooklyn écrit que 3 membres votants du comité exécutif de la FIFA ont bien été soudoyés par le Qatar. En France, le parquet national financier a ouvert une information judiciaire en 2019 pour corruption active et passive. Au cœur de l'enquête, un déjeuner secret à l'Élysée, quelques jours avant l'attribution de la coupe. Autour de la table, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, le géant du football Michel Platini, qui est aussi président de l'UEFA, et le prince héritier Tamim, devenu émir du Qatar. Mediapart a pu reconstituer de nombreux détails de ce déjeuner grâce à des notes préparatoires qui ont été saisies par la police dans le cadre de l'enquête judiciaire et qui montrent très clairement que le but du déjeuner, c'était de convaincre Michel Platini de voter pour le Qatar. Et l'Élysée savait parfaitement, parce que Michel Platini l'avait dit, que en fait, et il y a plusieurs témoins qui l'ont confirmé, qu'en fait, il voulait voter pour les États-Unis. J'ai cru comprendre que la France serait contente si je votais pour le Qatar. J'ai cru comprendre. Mais personne ne m'a jamais rien demandé. Nicolas Sarkozy ne vous a jamais demandé de voter pour le Qatar? Non. Vous l'a fait comprendre? Là, il a fait comprendre. Il n'y avait pas le président d'Australie à table. Y a-t-il eu de l'argent échangé? Des faveurs promises? Le rachat par le Qatar du PSG, alors en grande difficulté financière, intervient 6 mois plus tard. Le Qatar dépense à tout va pour séduire la Fédération internationale de football. Un homme est au cœur de l'enquête. Un intime de l'émir, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et patron de la chaîne beIN Sport. 3 semaines avant le vote qui va attribuer la Coupe du Monde au Qatar, Nasser Al-Khelaifi signe au nom de beIN Sport un contrat avec la FIFA où ils promettent d'acheter les droits télé des Coupes du Monde, des 2 prochaines Coupes du Monde, pour 300 millions de dollars. Plus un bonus de 100 millions de dollars si le Qatar remporte la Coupe du Monde. Donc là, c'est évidemment, là aussi, un moyen de mettre la pression pour la FIFA, pour leur dire, bah, écoutez, on est prêt à payer 300. Mais par contre, si on organise la Coupe du Monde, on paiera 400 au lieu de 300. Les magistrats qui instruisent ces affaires font pas mystère du fait qu'ils ont une conviction, sinon totale, du moins relativement solide, qu'il y a eu des malversations. Maintenant, il leur manque peut-être encore des pistolets fumants, la preuve ultime, et on saura peut-être le fin mot de l'histoire 10 ans après la Coupe du Monde. Je pense qu'il n'y a pas eu une seule Coupe du Monde, y compris celle de 2006 en Allemagne, où au moment de l'appel d'offres, de l'argent n'a pas été échangé dans l'ombre. Et c'est pareil pour la Coupe en Afrique du Sud, en Russie et au Qatar aussi. Le problème, ce n'est pas les pays. Les pays jouent le jeu parce que tout le monde le fait. C'est la FIFA qui autorise ce type d'activité parce que c'est comme ça que la FIFA opère. Et c'est ce qui va mal dans le monde du sport. Les critiques sont tellement violentes que l'émir Tamim prend la parole en septembre 2022 pour une mise au point. Even today, there are still people who cannot accept the idea that an Arab Muslim country would host a tournament like the World Cup. These individuals, including many in positions of influence, have launched attacks at a pace never seen before when a mega sporting event was hosted by other countries on different continents. We are so proud of the development, reform and progress we have made, and we are grateful for the spotlight that the World Cup provided, which inspired us to make these changes at a lightning speed. Le Qatar est aujourd'hui une puissance totale que rien ne semble arrêter. Un minuscule pays devenu un géant. Mais peut-il éternellement vivre ainsi? A-t-il un talon d'Achille? La véritable inconnue et le véritable danger pour le Qatar, il est environnemental. Ils sont exposés à une élévation du niveau de la mer, 2 mètres d'élévation du niveau de la mer, 50% de la ville se retrouve sous les eaux. Et puis l'autre danger auquel ces pays sont exposés d'un point de vue environnemental, c'est évidemment l'élévation de la température qui va faire que ces pays vont devoir encore plus
consommer de climatisation, donc encore plus consommer d'électricité. Donc ça va être le véritable défi dans les prochaines décennies pour ces pays. La crise écologique n'est pas encore rentrée dans les mœurs qataris. Ils n'ont pas du tout pris conscience du problème. Avec un bilan carbone par habitant le plus élevé au monde, 37 tonnes contre 9 tonnes en France, le Qatar s'accroche à une démesure qui semble déjà menacée.